Pierre Jacquemot, bonjour. Bonjour. Le titre de l'étude que vous publiez pour la Fondation Jean Jaurès est évocateur. Vous ne parlez pas du conflit dans l'Est de la RDC, mais des conflits. Expliquez-nous. Oui, parce que ces conflits se développent sur un territoire très important, qui vont de la frontière de l'Ouganda à la frontière de Burundi. Bien évidemment, la caractéristique commune de ces conflits, c'est la violence dont sont victimes les populations et qui se traduit par des pillages, des viols et des déplacements massifs. C'est ça la constance de conflits qui durent depuis maintenant une trentaine d'années. À l'origine, vous le dites, il y a d'abord des conflits locaux très ancrés qui ont débouché sur la création de milices d'autodéfense et de nombreux groupes armés dans toute la région. Oui, on compte actuellement environ 120 groupes armés. Alors, ils sont de différentes tailles. Certains ont une taille régionale ou même des ramifications à Kinshasa, voire à l'étranger. C'est le cas du célèbre M23. D'autres sont nés d'activités de milices d'autodéfense qui ont pris parfois une place plus importante et sont devenus relativement autonomes. Donc, il y a une multitude de groupes armés qui se financent essentiellement sur les activités minières, sur le commerce des mines et qui achètent des armes par ce truchement. Oui, on sait que la région a un sous-sol très riche. Les ressources minières comme l'or, l'étain, le tantal et le tungstène sont extrêmement convoitées. Vous décrivez minutieusement le fonctionnement de ces mines et la façon dont sortent les minerais du pays. Qui a réellement la main aujourd'hui sur ces minerais, en particulier dans le Kivu? Alors, ces mines sont contrôlées par des groupes armés, très largement, mais également par l'armée nationale. Là, j'évoque la situation qui prévalait encore au mois de décembre dernier, les choses ayant profondément évolué avec le déploiement du M23 sur 2 provinces et la reprise d'un certain nombre d'activités minières par ce groupe qui est appuyé par des forces rwandaises. Ces minerais sont exportés par deux corridors principaux, écrivez-vous, la voie ougandaise et la voie rwandaise. Quelle est leur destination finale? Une partie, en particulier l'or, passe par Dubaï, par les Émirats arabes unis. Là, il y a une liaison directe entre l'Ouganda et Dubaï pour de l'or qui vient principalement de l'Itourie. L'Ouganda produit quasiment pas d'or, mais le transforme légèrement et ensuite l'exporte. Pour ce qui concerne le tantal, c'est à peu près la même chose. Pour des quantités qui sont importantes, qui permettent au Rwanda de dire qu'ils sont le principal exportateur. En fait, ce tantal vient très largement, on l'appelle localement le coltan, vient très largement du Nord Kivu, notamment d'une mine, rien que la prise d'une mine par les forces du M23 appuyées par le Rwanda, la mine de Ruboya, permet de contrôler 20% de la production mondiale de tantal, aussi indispensable pour l'électronique. Et donc, ce tantal traverse la frontière, fait l'objet d'une première transformation au Rwanda, et puis ensuite, ça part vers l'Asie, ça part vers l'Europe, l'Amérique du Nord, faussement étiqueté, blanchi par différents mécanismes que on a parfaitement identifiés, qui sont censés décontaminer, moraliser les filières, mais qui en fait ne le sont pas. Ce qui fait que, par exemple, Apple est accusé d'utiliser pour ses iPads ou ses iPhones du tantal qui vient de ces régions en conflit et qui sont contrôlées par des groupes armés. Pierre Jacquemot, on parle beaucoup de la prédation des ressources minières, mais vous le rappelez dans cette étude, ce n'est pas la seule explication à l'instabilité dans la région. Il y a un terreau ethno-sociologique qui est important puisque on a une cohabitation de ce qu'on appelle localement des autochtones et des allochtones. Les allochtones étant majoritairement d'origine tutsi, ce sont des populations qui sont venues à partir des années 30 sous la colonisation allemande et belge. Et dès lors qu'il y a des situations conflictuelles, on assiste au réveil de ces tensions ethniques, tensions qui sont alimentées par des rumeurs diverses, des infox diverses, et qui exacerbent les tensions communautaires. Puis un troisième facteur, c'est la capacité du gouvernement congolais, il faut bien le dire. C'est quand même son incapacité à assurer la sécurité des populations et une activité économique qui permette une juste répartition des richesses au bénéfice des populations. Pierre Jacquemot, merci.